Bienvenue, chers amis, en ce moment où nous ressentons les rituels d'un commencement solennel. L'homme ancien, aux premiers instants de son existence sur cette terre, faisait face à l'univers avec des yeux qui ne voyaient que des couleurs et des formes. Il entendait la tempête gronder dans le ciel et le fracas des vagues s'abattre sur les rochers, mais dans ce contact primitif, il ne comprenait pas encore ce que signifiait comprendre. Il ne distinguait pas la différence entre lui-même et ce qui l'entourait. Ainsi, la conscience était complice de la simplicité de la perception, soit naïve, ne connaissant pas encore les questions, soit, d'un autre côté, s'imaginant être une créature grandiose, sans contestation. Mais cette première candeur fut l'étincelle qui s'est embrasée au plus profond de l'existence, avant qu'elle ne passe d'une épaule à l'autre et d'une main à l'autre, comme si les mots n'avaient pas encore été écrits et que les idées n'avaient pas encore franchi le bord de l'abîme. En ce temps reculé, il y a des dizaines de milliers d'années, l'homme tenait dans sa main une pierre qui, de simple roche inerte, devenait un outil entre ses mains. Ainsi, en un instant fugace, il découvrit que cette pierre n'était pas simplement un objet muet, mais qu'elle possédait une force motrice, et qu'il pouvait y insuffler sa volonté pour bouleverser les premières équations de sa vie, fabriquant un outil pour tuer, couper ou creuser. À cet instant, naquit la première signification de la voix intérieure. C'est moi qui fais cela. Et c'est là que la conscience a commencé à passer de l'état d'excitation vitale à l'état de conscience de soi, car il ne se contentait plus de vivre la vie, mais il a commencé à l'interroger. Il s'est mis à porter la pierre comme si elle était un secret partagé entre lui et l'univers, espérant qu'elle lui inspire une idée ou qu'il y trouve la clé d'une porte à venir dont il ignore l'ampleur. Au fil des jours, l'homme a commencé à relier ses gestes pratiques à de nouveaux mouvements de l'esprit. Lorsqu'il s'est mis à tailler la pierre et à se pencher vers le sol pour ramasser du bois ou des grains, la notion d'espace et de temps est née dans son esprit. Il y a là-haut et il y a en bas, il y a avant et il y a après. C'est ainsi que l'expérience sensorielle a tracé les premiers contours de la flèche verticale de la conscience. C'est alors qu'une question silencieuse a commencé à résonner dans le cœur à propos de lui-même, à propos de sa place dans cet univers inerte, à propos du secret de cette énergie qui guide sa main vers cette pierre. Et dans ce choc silencieux entre le corps et le monde extérieur, les premières portes du langage se sont ouvertes. Entendez-vous l'écho du premier cri lorsque les lèvres ont rencontré l'onde sonore incapable de traduire? L'écho du son primitif était comme une tempête invisible dans les poitrines. Il sortait de façon chaotique, sans ordre, puis se répétait plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un jour, cet homme ancien découvre que ces sons ne sont pas émis en vain, mais qu'ils envoient des messages énigmatiques au groupe, comme s'ils voulaient dire « Je suis là, j'ai faim, j'ai peur ». C'est ainsi que les premières graines du langage ont été semées dans l'esprit humain, les graines de l'expression de soi et du monde. Et commence alors un long voyage vers la construction des mots. Plus tard, des milliers de lettres débordent d'interprétations. À cette époque primitive, nous n'avions pas de registres écrits auxquels nous référer, mais les traces d'outils, les gravures et les premières inscriptions sur les parois des grottes nous révèlent comment la conscience s'est éveillée dans leurs esprits. Lorsqu'ils dessinaient sur le mur une forme mystérieuse d'un animal qu'ils avaient chassé, ils ne faisaient pas que reproduire la forme d'un animal, mais ils figeaient un instant de chasse dans le temps, un moment de terreur, d'émerveillement et de fierté. L'homme, ici, élevait la trajectoire d'une plume vers un silence éternel, comme s'il prenait conscience pour la première fois qu'il faisait partie d'un système plus vaste, un système qui allait consigner ses expériences, même s'il ne savait pas encore comment parler aux lettres des murs à ce moment-là. Ces dessins sur les parois des grottes furent le moment où la conscience rencontra la beauté et où la langue de la nécessité trahit la description pour entrer dans le récit de l'après-créature, les premiers pas vers la contemplation, le début d'une immortalité artistique sans mots. Et au fil des millénaires, l'homme se retrouva face aux mêmes matériaux, mais avec un regard renouvelé. Les pierres dures n'étaient plus seulement des outils pour chasser ou creuser, mais il découvrit en elles la propriété de la transformation. Il commença à les façonner, à les modeler,
à les transformer en haches et en couteaux, en lames qui entrèrent dans l'histoire de l'humanité avec une nouvelle ère appelée l'âge de la pierre polie. Et c'est à cette époque que la conscience s'étendit pour la première fois à l'idée de durabilité. Comment puis-je garder un couteau affûté qui ne se tord pas afin que mon sang ne coule pas en vain? Comment puis-je préserver cette pierre plus d'un jour afin de garder une énergie durable dans ma main? Dans ce questionnement constant, l'homme a tracé le pouls de la conscience. Comment puis-je me protéger? Et comment puis-je préserver mes outils? Et comment puis-je conserver mes souvenirs futurs dans cette pierre tranchante? Puis vint la plus grande transformation lorsque les chameaux et les caravanes passèrent. Et l'homme comprit qu'il y avait d'autres au-delà de l'horizon. C'est alors que la conscience a plané au-dessus de l'imagination. Y a-t-il un autre être humain qui me ressemble? Existe-t-il d'autres langues dans lesquelles les mêmes sons sont prononcés? C'est ainsi que naquit le sentiment d'appartenir à la grande famille humaine, le sentiment d'appartenir à des groupes dispersés aux quatre coins du monde, la peur de l'inconnu, la passion de la découverte. Et à cette époque où les villages et les villes n'existaient pas encore, les humains échangeaient le savoir oral comme ils partageaient la nourriture, apprenant les uns des autres comment préparer les aliments, comment cultiver les céréales, comment élever le bétail. C'est alors que la conscience s'est élargie au concept de la terre qui les porte. La terre qui d'abord les interroge et leur accorde, puis se retire d'eux s'ils cessent d'agir en pleine conscience. C'est ici que commence le premier chapitre historique que nous appellerons l'aube de l'agriculture. Un chapitre où la conscience a enfin commencé à écrire ses premières pages avec l'encre du don et de l'échange. Le passage de la chasse et de la cueillette à l'agriculture n'était pas un luxe de sédentarisation, mais bien un saut qualitatif dans la conscience de l'homme envers lui-même et l'univers qui l'entoure. C'est la conscience qui observe le cycle de la graine, d'un grain enfoui dans la terre, à une plante qui perce le sol et tend ses feuilles vers le soleil, jusqu'à la récolte qui ramène à nouveau les graines. Dans cette scène, la mémoire révèle que la conscience a commencé à donner à l'acte agricole le sens du temps et du rythme. Ici, j'ai semé au printemps, et là, j'arroserai en été. Et ici, je récolterai avant l'arrivée de l'hiver. Et cette roue du temps créée par la culture fut la première activité mentale qui relia l'homme à la nature de façon détaillée. Il comprit alors qu'il ne pouvait pas seulement récolter, mais aussi planifier l'avenir à court et à long terme. Il a commencé à comprendre les notions de responsabilité et d'anticipation. Deux concepts qu'il n'aurait jamais saisis sans une conscience qui s'est imposée à l'esprit lorsqu'il a commencé à planifier avant même la chute de 2 gouttes de pluie. Avec l'agriculture, les villages et les petites villes sont nés, puis le commerce est apparu lorsqu'il est devenu évident que chaque village possédait ce que les autres n'avaient pas. Ainsi, de petites communautés se sont répandues dans les bassins fluviaux et dans les plaines du Tigre et de l'Euphrate, et sur les rives du Nil, et sur les rives de l'Indus, et dans les vallées du Yangtze. C'est là que les premières civilisations ont vu le jour dans l'ancienne Mésopotamie, l'Égypte antique, la vallée de l'Indus et le centre de la Chine, où les premiers écrits furent gravés sur des tablettes d'argile et de bois. L'invention de l'écriture est un moment charnière où le mot est passé d'une onde prononcée oralement et disparaissant de la mémoire de la bouche, en un signe durable que l'on peut toucher et lire à travers les générations. C'est ici que la conscience a pris une autre dimension, celle de la mémoire individuelle et de ses ombres. Une dimension collective est alors apparue, dépassant les simples passants sur cette terre. La conscience a commencé à se transmettre d'une personne à l'autre par l'écrit, et ce phénomène a été qualifié d'immortalisation, c'est-à-dire la capacité de figer la pensée dans une dimension hors du temps. Et lorsque tu regardes les premières tablettes cunéiformes, tu y vois des tableaux de récolte, des impôts et des listes de rois, et tu comprends que cette conscience a contribué à dessiner une nouvelle carte temporelle pour l'humanité, une époque où l'on réalise que chaque génération a un rôle qui ne projette pas seulement son ombre sur la précédente, mais s'étend aussi pour créer un pont de départ pour les générations à venir. Et dans l'Égypte ancienne, lorsque la conscience des pharaons s'est étendue à la construction des pyramides et des temples,
L'homme là-bas se demandait « Comment puis-je rendre mon existence éternelle après la mort ?» Ici, le génie humain s'est allié à l'idée d'immortalité, et la conscience s'est mise à s'interroger non seulement sur le temps perçu, mais aussi sur l'au-delà du temps, sur une dimension céleste où le prêtre, la prêtresse, le humble et l'ascendant s'élèvent dans l'imaginaire de l'Égyptien ancien. Et dans ces questions profondes, nous percevons une transformation fondamentale. La conscience ne se limitait plus à la connaissance pratique de la pluie et des cultures, mais s'étendait désormais à la méditation existentielle. Cette méditation a immortalisé les récits des dieux et gravé les noms des hommes éternels en lettres inscrites sur les murs des temples. À ce moment-là, la royauté n'était plus seulement une référence économique, mais aussi une référence métaphysique, car le pharaon est devenu un pont entre les mondes, et la pierre qui forme le temple est devenue un symbole du passage vers un autre monde. Et voici que la vallée de l'Indus dessine une autre carte décrite de la conscience, là où se sont formées les premières villes de la civilisation de la vallée de l'Indus, la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa. L'homme y a découvert que l'organisation urbaine représentait un dépassement du simple village. Les premiers fondements de l'urbanisme y ont été posés, dans ces villes horizontales qui s'étendaient le long des rives de l'Indus. La conscience assistait à la capacité de l'homme à façonner l'espace de manière organisée, reflétant une vision commune du lieu. Les rues régulières de Harappa, les systèmes d'évacuation souterrains et la taille des clôtures protégeant leurs maisons contre les crues du fleuve, tout cela révèle que la conscience humaine ne se limitait plus seulement au temps, mais s'étendait désormais à la notion d'espace, à l'espace urbain vibrant d'organisation et de sollicitude mutuelle. Dans l'ancienne Chine, sous le ciel des plateaux et des forêts, les premiers sages ont élaboré des concepts profonds d'harmonie entre l'homme et l'univers. Ainsi sont apparus les enseignements de Confucius, qui mettaient l'accent sur la morale et les relations sociales comme fondement de toute conscience capable d'atteindre la paix intérieure. Et sont apparus les enseignements de Laozi, qui ont fait résonner des voix autour de l'idée du Tao, ce principe absolu qu'aucune parole ne peut exprimer mais qui demeure ancré dans l'existence. Ici, la conscience humaine ne se contentait plus d'explorer les graines, les outils et la pierre, mais elle s'est mise à contempler la philosophie de l'existence, les lois cachées qui régissent l'univers tout entier et à la relation qui le lie à chaque être et à chaque atome dans ce vaste monde. La conscience est ainsi passée de la question « Comment fabriquons-nous les outils ?» à la question « Comment vivons-nous en harmonie avec eux ?» De comment préservons-nous la graine à la question « Comment préservons-nous l'âme lorsque cette terre chaude repose sous nos pieds ?» Puis, dans une autre partie du monde, dans l'Inde ancienne, l'idée a explosé dans les textes védiques que le clergé sanskrit a consigné pour la première fois. Ils ont écrit dans ces textes que la conscience ne se limite pas à l'intuition corporelle ou à la méditation mentale seulement, mais qu'elle s'étend au-delà du soi, jusqu'à Brahma, la conscience universelle. Dans les premières vidéos, la graine précoce de la connaissance universelle est née. Une connaissance qui voit dans l'univers une fresque cosmique, où les signes et les éléments sont interconnectés. Ainsi, la conscience humaine dépasse le « je fais » pour devenir « je fais partie du tout ». L'ego central devient alors une expérience soumise à la sortie du narcissisme individuel. C'est ainsi que sont apparues les premières idées sur la réincarnation, le karma et le samsara. Les questions profondes ont alors commencé à croiser celles de la politique et de la société. Comment puis-je rétablir l'équilibre de l'être à travers ces renaissances successives, jusqu'à ce qu'il atteigne le nirvana, la libération totale? C'est alors que la conscience a commencé à tracer une carte qui ne se limite plus au cercle de l'horloge terrestre, mais s'étend au cercle des temps infinis. Pendant ce temps, la conscience humaine en Mésopotamie, en Égypte, en Inde et en Chine prenait une direction ramifiée, car les outils ont d'abord été façonnés par une conscience cognitive simple, puis les archives écrites ont commencé à dessiner les cartes des civilisations disparues et émergentes. Mais au cœur de ce relief aride de pensées et de rituels, la Grèce antique surgit. Cette aube filtrante qui a bouleversé les esprits et ébranlé l'histoire. Chez les Grecs, la conscience a trouvé un nouveau mot, et leur langue est ainsi devenue
le logos, c'est-à-dire la parole logique et l'explication rationnelle des idées. Et à Athènes, les esprits se rassemblaient avant les corps autour des tribunes, où s'élevaient alors les voix de Socrate, Platon et Aristote, ces orateurs dont les discours mêlaient la force de la démonstration, la beauté du verbe et l'élégance de l'éloquence. Ce moment s'est imposé comme la naissance de la conscience philosophique au sens strict. Une conscience qui ne se satisfait plus des anciens récits mythologiques sur les dieux, mais qui forge de nouvelles questions. Qu'est-ce que la justice? Quelle est l'origine de l'existence? Qu'est-ce que l'âme et quel est son destin? Comment une société libre peut-elle vivre dans l'espace de la raison et de la logique? Et dès qu'Aristote publia son livre « La métaphysique », la conscience humaine se retrouva aux portes d'une époque où l'invisible n'était plus simplement une fine pellicule dissimulant derrière elle les feux des mythes. Au contraire, elle se mit à chercher la vérité des choses à travers des principes tels que la matière et la forme. Et la matière première, qui ne peut avoir de commencement. Et le premier effet, qui déclenche la question ultime dans tout système de pensée à venir. Nous voici au 5e siècle avant J.C. Nous sommes face à Aristarque, qui tente de calculer les volumes des planètes, et à Plotin, qui fait revivre l'idée de l'unité de l'absolu, laquelle nourrit toute autre lumière dans le monde du témoignage. Ici, la conscience ne s'arrête plus seulement à la question de la nature politique ou morale, mais il a cherché à explorer le destin cosmique. Où se trouve l'homme au milieu de cet immense espace? Sur quelle orbite tourne-t-il? Et avant même que la question ne soit complète, la conscience possédait déjà la pierre angulaire de la pensée scientifique. La Lune n'était plus simplement un cadavre silencieux dans le ciel, mais elle est devenue un symbole de transformation, de rotation et d'émancipation du géocentrisme. Et la conscience s'est élevée en elle-même, comprenant qu'elle n'est qu'un point au cœur d'un système céleste qui dépasse le simple cadre du récit. Puis les vagues culturelles ont déferlé de la Grèce vers l'Est et l'Ouest, lorsque le monde méditerranéen s'est étendu jusqu'à la Perse et l'Égypte, et qu'Alexandre a tracé sa route vers l'Inde, emportant avec lui une conception grecque de l'univers.